Je suis l'amiral Villeneuve, fait prisonnier à la bataille de Trafalgar. Six mois de captivité en Angleterre. Mais aujourd'hui, je suis libre. Libre de rentrer en France, à bord de ce navire parlementaire. Libre de me justifier enfin auprès de l'empereur. Je n'avais qu'un seul défaut, disait-il. Je ne savais pas désobéir. Eût-il donc fallu contrevenir à ses ordres? La France régnerait-elle pour autant sur la Manche? La Manche, c'était ça l'enjeu. S'en rendre maître pendant 6 heures, et l'Angleterre cesserait d'exister. Mais 6 heures dans la Manche, c'est une éternité. L'empereur acceptera-t-il seulement de m'accorder une audience? Je sais que la presse a reçu l'ordre de ne rendre aucun compte de Trafalgar, mais on ne me réduira pas au silence. Je saurai me défendre. Je ferai cesser les propos infamants qui salissent mon honneur, ma famille, mon épouse. Il faut qu'il m'écoute. Il va m'écouter. Trafalgar, une longue histoire qui a commencé en Égypte en 1798 à Aboukir, lors de ma première rencontre avec l'amiral Nelson. La flotte anglaise nous a poursuivis à travers la Méditerranée et a fini par nous surprendre dans la rade d'Aboukir, sur la côte égyptienne. Je commande l'arrière-garde de notre escadre. L'avant-garde et le centre de notre flotte subissent une sévère attaque menée par l'amiral britannique Nelson. Le combat est sans merci. Les hommes sont à leur poste. L'ardeur de notre escadre s'oppose à l'agressivité anglaise. Mon équipage bout d'impatience. Ils sont prêts à en découdre avec l'anglais. Mais je n'ai reçu aucun ordre. Je ne puis intervenir. Les Anglais nous encerclent. Nous ne l'imaginions pas. Ils ne combattent pas en ligne, comme il est d'usage en Europe. Pourtant, tout là-bas, j'aperçois leur navire amiral, commandé par Nelson. Un chef, suffisamment téméraire pour prendre le risque d'une attaque de nuit. Sa haine à notre encontre le porte à toutes les audaces. Il n'a qu'une idée, nous détruire. Détruire Bonaparte. Mais Bonaparte n'est pas là. Voilà plusieurs jours qu'il a débarqué sur le sol égyptien avec le reste de son armée. À l'époque d'Aboukir, Nelson avait développé une haine farouche de la France. La France était en guerre avec l'Angleterre depuis des centaines d'années, c'était l'ennemi. Et la Révolution française était considérée comme particulièrement déplorable. Nelson était le fils d'un homme d'église. Il détestait l'anticléricalisme et la violence de la Révolution. Nelson pensait que Napoléon était un aventurier, qu'il perturbait la paix en Europe et qu'il devait être arrêté. Il le décrivait comme étant une peste pour le genre humain. Nelson est le prototype, je dirais, de l'officier de marine britannique, rentré dans le corps à 12 ans, ayant fait donc toutes ses classes en mer. Mais Nelson n'est pas, est certes le fils d'un petit pasteur, mais il est quand même l'arrière-petit-neveu du Premier ministre Walpole. Et d'autre part, son oncle était amiral et un des hommes les plus puissants de la Royal Navy. Cela fait 4 heures que le combat fait rage. Nos hommes meurent sous les canons anglais. Nul ne peut compter les pertes. Notre escadre est décimée.
Je n'ai toujours pas d'ordre. Notre impuissance a la couleur de la honte, mais nous sommes face au vent, tous liés les uns aux autres pour mieux conserver notre classique ligne de bataille. L'Orient, notre navire amiral vient de se faire pulvériser. La moitié de nos forces navales est déjà perdue. Que dois-je faire? Sauver ce qui peut l'être ou contre-attaquer? Je ne puis sacrifier mes hommes inutilement. Ma décision est prise. Je me retire du champ de bataille avec l'arrière-garde. Cette nuit-là, je suis loin de me douter que ma route va, très bientôt, recroiser celle de l'amiral Nelson. On a perdu 80% du corps de bataille à Aboukir. 80% du corps de bataille. C'est-à-dire, c'est la vraie grande bataille de destruction, la première grande bataille de destruction, en quelque sorte, de l'histoire. L'Angleterre a triomphé, finalement, dans l'expédition d'Égypte, mais c'est une victoire à la Pyrrhus. L'Angleterre s'épuise. La guerre est coûteuse pour elle, pour la livre sterling qui subventionne les coalitions sur le continent. Et donc, on va aboutir à la paix d'Amiens en 1801. Paix d'Amiens qui met fin à la guerre qui avait commencé, je vous le rappelle, en avril 1792. Pour la première fois depuis avril 1792, la France est en paix avec l'Europe. Et le prestige de Bonaparte y a gagné énormément et c'est l'une des raisons pour laquelle il sera élu d'abord consul à vie et ensuite empereur. Et le problème, c'est que les dirigeants des deux côtés ne font la paix que contraints et obligés. Mais aucun des deux n'a cédé. La paix d'Amiens n'a réglé aucun problème. Donc à partir du moment où les deux pays se retrouvent en guerre, ils se retrouvent aussi devant l'impasse stratégique qui était avant la paix d'Amiens. Et donc Napoléon, qui n'a pas de flotte, va se retrouver dans l'obligation de revenir à son vieux projet d'invasion de l'Angleterre, d'où le camp de Boulogne. Une paix durable avec l'Angleterre, la plupart de mes concitoyens n'y croient guère. Nos deux nations sont par tradition ennemies. L'avant-garde de l'armée napoléonienne est déjà à Boulogne. Un port choisi par Napoléon en raison de sa proximité avec l'Angleterre, et également en référence à César, dont l'invasion de l'Angleterre depuis le même port s'était vue couronnée de succès. Boulogne-sur-Mer, petite bourgade de bord de mer qui ne compte que 5000 âmes, métamorphosée en cité portuaire de 40 000 habitants. La tête de pont idéale pour envahir l'Angleterre. Le paysage se modifie. La construction d'un grand port, le bassin napoléonien, se développe pour accueillir les milliers d'embarcations destinées au débarquement. Bonaparte révèle le fond de sa pensée à l'ambassadeur britannique. Vous avez une marine qu'en 10 ans d'efforts consécutifs, je ne pourrais égaler, mais j'ai 500 000 hommes prêts à marcher. Une descente et un séjour de 2 mois en Angleterre serait pour la France une paix de 100 ans. Dans tous les ports de France, de Dunkerque à Cherbourg, forces et moyens se déploient et convergent vers Boulogne-sur-Mer. Tous les chantiers navals de France s'emploient à la construction de chaloupes canonnières, de barques à fond plat, de péniches. Les dons affluent de toutes parts. Les grandes villes vont jusqu'à offrir des vaisseaux. Les soldats, à leur tour, donnent une part de leur solde pour participer à l'effort de guerre. La mobilisation est générale. Jour et nuit, 7 jours sur 7, une activité intense règne. Le martèlement des outils rythme la vie boulonnaise. Sur toutes les lèvres, bientôt, le secret se répand. Une immense flottille de 2000 embarcations, affectée au transport de troupes armées, rendra possible l'invasion. Ce projet suscite un véritable engouement populaire.
L'espoir de vaincre l'Angleterre, de prendre enfin notre revanche, donne à tous du cœur à l'ouvrage. La mer devient le centre de toutes les attentions. Certains historiens soutiennent que la menace d'un débarquement était un énorme bluff qui aurait permis à Napoléon de concentrer et d'entraîner une immense armée au camp de Boulogne sans éveiller la méfiance de l'Autriche et de la Russie, ses véritables adversaires. L'examen du budget de la marine montre qu'avant la campagne de Trafalgar, les crédits accordés à la flotte ont brusquement doublé. Les seules dépenses consacrées à la flottille de Boulogne approcheront la somme énorme de 60 millions, soit le prix d'une cinquantaine de vaisseaux. C'est un bluff très cher et vous avez réuni au camp de Boulogne la meilleure armée française. On ne retrouvera pas dans notre histoire une armée comparable à celle du camp de Boulogne parce que c'est une armée qui est entraînée quotidiennement. Et c'est une armée que nous allons retrouver en Allemagne, à Austerlitz, et c'est, j'y insiste, une armée nationale. Il a fallu des efforts considérables de terrassement. On a refait les routes, on a refait les infrastructures, on a construit des ports, on a construit des digues, on a construit des bâtiments. C'est un effort considérable. Et ce qu'il faut comprendre, cette histoire n'a toujours pas faite, mais ça a provoqué un enthousiasme extraordinaire des participants. Car ils étaient tous jeunes, ils y croyaient tous, et tous les jeunes ingénieurs, artilleurs, etc. se sont donnés à fond dans ce projet. Des milliers de soldats se livrent à un entraînement quotidien. De mémoire d'homme, l'armée de Boulogne est la plus spectaculaire qu'on ait jamais vue. Les chiffres annoncés tournent la tête. On parle de 150 000 hommes et de 10 000 chevaux. On cite 72 000 fantassins, 16 000 cavaliers, 9 000 artilleurs et plus de 400 pièces d'artillerie lourde. 21 000 marins sont affectés à la flottille. L'ambitieux dessein est sur le point de se concrétiser. Les Anglais ne pensaient pas que Napoléon bluffait. Ils s'inquiétaient. C'est pourquoi il y a eu un énorme élan de volontaires, tout comme en France en 1792-93, où des centaines de milliers d'engagés se sont présentés pour lutter contre l'invasion. Il s'est passé la même chose en Angleterre, en 1803-1804. La construction du camp de Boulogne suscitait beaucoup d'inquiétude en Angleterre. Ils savaient que c'était la meilleure armée d'Europe qui se tenait face à eux de l'autre côté de la Manche. Le 16 août 1804, une cérémonie de remise de la Légion d'honneur marque l'apogée du camp de Boulogne. Cette cérémonie grandiose, organisée avec faste et solennité, scelle l'alliance entre l'armée et son chef. L'empereur, installé sur le trône du roi Dagobert, dos à l'Angleterre, distribue 2000 croix. Distinguant les hommes de valeur dans un monde résolument nouveau. Un témoignage de la fierté d'être français et d'être au service de l'empereur. 100 000 soldats lui font face. 100 000 hommes unis et fiers d'appartenir à la plus grande armée d'Europe. À peine 2 ans, et la construction du camp de Boulogne et du bassin napoléonien est réalisée. La grande armée est constituée et l'immense flottille de débarquement se tient prête à franchir les eaux. Il ne reste plus qu'à éloigner la Royal Navy de la Manche. Bien loin de la Manche, c'est sur ma terre natale de Valençol, en Provence, que j'apprends ma nomination. Me voilà appelé au commandement de la flotte de Toulon, succédant à l'amiral Latouche-Tréville, décédé de façon prématurée.
Commandant intrépide et homme de renom, je ne peux qu'être sensible à l'honneur qui m'est fait. J'espère me montrer digne de cet héritage. Je sais que son équipage, conquis par son tempérament haut en couleur, le suivrait au bout du monde, s'il le demandait. Je découvre avec plaisir et fierté mon vaisseau amiral, le Bucentaure. Un superbe de pont, rutilant, majestueux, fort de 80 canons et d'un équipage aguerri, une rareté par les temps qui courent. À la vue du Bucentaure, j'eus la certitude que bientôt nous pourrions rivaliser avec la Royal Navy. C'est au début du mois de mars 1805 que Napoléon met au point la manœuvre qui doit permettre l'invasion de l'Angleterre. Ce plan a souvent été qualifié de génial. Il prend en compte l'entrée en guerre de l'Espagne à nos côtés. L'empereur dispose ainsi d'une trentaine de vaisseaux supplémentaires. Son idée magistrale est d'opérer aux Antilles, loin des yeux de l'ennemi, la concentration de toutes les forces de haute mer franco-espagnoles disponibles, puis de leur faire rallier l'entrée de la Manche. Les Antilles étaient de loin le lieu le plus évident où frapper. C'était la principale ressource économique de l'Empire britannique. C'est de là que provenait la majeure partie de l'argent que les Anglais utilisaient pour combattre. Si Napoléon les frappait à cet endroit, il aurait frappé l'économie britannique en elle-même, ainsi que l'Angleterre en sa position de banque de l'Europe. C'était l'endroit le plus vulnérable de l'Empire depuis la mer. C'était la zone que les Anglais redoutaient le plus de voir attaquée par les Français. Les Anglais, surpris par ces mouvements, ne manqueront pas de disperser leurs forces et ne pourront s'opposer à la progression triomphale jusqu'à Boulogne de l'immense armée navale. Pour atteindre cet objectif, il est demandé à l'escadre de Rochefort, commandée par Missiessy, déjà présente aux Antilles, d'attendre sur place, à la puissante escadre de l'amiral Ganthaume à Brest, d'appareiller sans combattre et d'aller débloquer au Ferrol les escadres françaises et espagnoles qui s'y trouvent avant de gagner Fort-de-France. À l'escadre de Toulon, commandée par Villeneuve, de sortir de Méditerranée, de rallier au passage à Cadix l'escadre espagnole de l'amiral Gravina et de rejoindre lui aussi Fort-de-France. Mes ordres sont explicites. Je dois forcer le blocus de Toulon sans combattre, rallier une escadre espagnole à Cadix et mettre le cap sur les Antilles. L'empereur a entouré ses intentions finales du plus grand secret. Seuls ses généraux, sur terre, bénéficient de sa confiance. Il n'a pas la même considération pour les hommes de mer. L'outil naval le contrarie souvent. À ses amiraux, il n'adresse que des renseignements fragmentaires et cloisonnés. Je me trouve donc dans l'ignorance du plan d'ensemble. Mais je suis un officier, accomplir mon devoir, savoir taire mes réserves, faire fi de ce que je ne sais pas, si Sa Majesté l'exige. Mon principal devoir est de la servir et d'exécuter ses ordres. J'ignore que mon destin, le destin de la marine française, le destin de l'Angleterre est en train de se jouer. J'ignore que l'objectif de notre voyage aux Antilles vise à forcer les Anglais à dégarnir la Manche pour se lancer à notre poursuite. Leur grand nombre de vaisseaux les autorise à établir un blocus rapproché de tous nos grands ports. Leurs escadres nous surveillent. Je profite des mouillages des vaisseaux de l'amiral Nelson en Sardaigne pour prendre le large. J'en suis certain, il ne m'a pas vu. L'histoire se répète. Comme à Aboukir, j'échappe à Nelson. Nelson apprend que nous avons quitté Toulon plusieurs jours après notre départ. They've escaped. Damn the British! Damn them! Il prend alors la décision de se lancer à notre poursuite. Les marins anglais ont une très grande habitude de la haute mer, comme du combat, et savent obéir à une discipline de fer. Leurs vaisseaux sont les plus puissants et les mieux armés du monde. Leurs équipages sont exclusivement constitués d'hommes d'expérience. Mais, mal informés, convaincus que nous avions mis le cap sur l'Égypte,
Nelson ordonne à toute sa flotte d'appareiller dans la mauvaise direction. Il perd notre trace. Il s'écoule alors 3 semaines avant que Nelson apprenne que nous sommes en route vers les Antilles en compagnie de la flotte espagnole que nous avons bien ralliée à Cadix. J'ai passé Gibraltar sans encombre. J'en retire une vive joie. Mon escadre est préservée. Je sais alors avoir de l'avance sur mon ennemi, mais je ne sais pas qu'il s'agit d'un moi. La roue du destin s'est montrée favorable à notre égard. Vexé de s'être laissé duper, Nelson poursuit la chasse. En agissant ainsi, il désobéit aux ordres de l'amirauté britannique. Il devrait assurer la défense de la Manche. Nous sommes arrivés à Fort-de-France, mais nous n'avons toujours pas la moindre idée de l'objectif final. Pourquoi avoir combiné les flottes françaises et espagnoles? Les Antilles sont-elles notre véritable destination? Pourquoi tant de mystères? Impossible dans ces conditions de prendre la moindre initiative. Dans l'attente de nouvelles instructions, je suis conscient que Nelson peut arriver d'un instant à l'autre. Il a horreur de perdre. Il me faut rester vigilant. S'il le faut, je ne faillirai pas. J'ai étudié toutes ces batailles. Je comprends sa tactique et je sais comment il combat. Notre séjour à la Martinique se prolonge et toujours aucune nouvelle de l'empereur. À bord de nos vaisseaux, la vie poursuit son cours. La nostalgie du pays nous saisit parfois. J'aime à me rappeler la douceur des sources et jardins de ma paisible Provence, où même les moustiques savent être plus discrets et moins voraces. Les équipages ne semblent pas inquiets. Et moi, je guette. J'espère la venue d'une frégate qui me transmettra de nouveaux ordres. La campagne de Villeneuve a bien débuté. Il a pu sans encombre sortir de Toulon, débloquer l'escadre espagnole de Cadix et gagner Fort-de-France. Nelson, complètement égaré, a perdu un temps précieux en Méditerranée centrale et a passé Gibraltar avec 1 mois de retard. Mais les autres parties du plan génial se déroulent moins bien. Missiessy ne peut être alerté à temps et rentre en Europe. Ganthaume, face à un blocus vigilant, ne peut appareiller sans combattre. Il faut donc modifier le plan initial. Depuis l'Italie où il séjourne, l'empereur échafaude d'autres combinaisons. Villeneuve devra, après avoir ravagé les Antilles anglaises, faire route sur le Férol, puis sur Brest, pour y débloquer les forces alliées présentes dans ces 2 ports. Grâce à ces renforts, il pourra pénétrer dans la Manche et se présenter devant Boulogne. Comment Napoléon faisait-il pour donner ses ordres à ses escadres? Il faut penser que Napoléon n'est pas forcément à Paris. Il se trouve à Milan, il se trouve à Lyon, pendant toute cette période de la campagne de Papagale. Donc il faut qu'il commence par envoyer des messages jusqu'à Paris, qui vont prendre 10 jours. Ensuite, que ces ordres arrivent jusqu'à un port, Rochefort en l'occurrence, qui est le mieux placé, qu'ils soient embarqués sur une frégate, ou plusieurs frégates, parce qu'on n'est pas du tout maître des mers, loin de là, et qu'on court de très grands risques de voir intercepter ces communications. Donc on va envoyer 2-3 bateaux vers l'escadre qui se trouve aux Antilles, qu'il faudra trouver, on ne sait pas exactement où elle est, donc des aléas extraordinaires et de très grandes difficultés de communication qui sont à la fois pas sûres et très lentes. Ainsi, notre présence à la Martinique fait partie d'un plan de diversion aussi vaste qu'aléatoire. Il nous faut mettre cap sur Boulogne-sur-Mer, préparer l'invasion de l'Angleterre. Privé de 2 atouts présumés, l'escadre de Ganthaume et de Missiessy. L'empereur a du mal à se concentrer sur un seul objectif. Il s'éparpille et court plusieurs lièvres à la fois. Non content de préparer l'invasion de l'Angleterre, il veut aussi attaquer les possessions anglaises aux Antilles. À Antigua, nous arraisonnons un convoi marchand britannique. En attendant le rapport sur l'interrogatoire des prisonniers, je me rends à l'infirmerie prendre des nouvelles des malades. Comment se portent les hommes? Bien, ils sont de plus en plus nombreux. Pas du tout, amiral. On a de gros problèmes sur le bateau. Courage, soldat. On va s'occuper de vous. Bien. Amiral, un message vient d'arriver pour vous. Enfin, mon chef d'état-major me remet le rapport d'interrogatoire des prisonniers anglais.
Nelson est à la Barbade. Si Nelson est à la Barbade, cela signifie qu'il n'est pas en Manche. Pour la première fois de ma vie d'amiral, je suis prêt à désobéir. Je saisis l'opportunité et m'empresse de faire route vers l'Europe. Il s'agit de rallier Boulogne et assurer ma mission de soutien auprès de la flottille d'invasion. La course-poursuite imposée par Nelson depuis la Méditerranée nous a contraints à limiter les escales de ravitaillement. Je suis conscient que tôt ou tard, je devrais rationner les équipages. Je sais malheureusement que nos marins finiront par tomber malades, victimes de malnutrition. Alors que, derrière nous, les Anglais, grâce à une expérience inégalée des longs séjours en mer, n'ont aucun souci d'approvisionnement. La fin de notre retour en Europe est laborieuse. Le mauvais temps est de la partie. À des périodes de vent inexistants, se substituent des périodes de tempête. Notre morale en est affectée. Pourtant, ce n'est pas Nelson qui va croiser notre route, mais un autre Anglais, l'amiral Robert Calder. Je distingue à peine ma propre escadre. Il règne une purée de poids incroyablement dense, mais cela ne nous arrête pas. Le 22 juillet 1805, les 20 vaisseaux de Villeneuve, 14 Français et 6 Espagnols, rencontrent au large du Cap Finistère les 15 vaisseaux de l'amiral Calder venus à leur rencontre sur la route du Ferrol. La visibilité est très mauvaise. Les adversaires se perdent de vue par instant. La rencontre gardera dans l'histoire le nom de combat des 15-20, par allusion au nombre des adversaires, mais aussi en référence à l'hospice des 15-20 fondé par Saint-Louis en faveur des aveugles. Les Franco-Espagnols semblent prendre l'avantage. Puis, les adversaires se perdent de vue dans la brume. Le lendemain matin, Villeneuve constate que 2 vaisseaux espagnols ont disparu. Et donc, automatiquement, il se laisse totalement déstabiliser par la quantité des malades, par le mauvais état du matériel, etc. C'est le signe qu'il est peu sûr de lui-même, et donc, et automatiquement, il va interpréter les ordres qui sont très larges, car Napoléon avait prévu différents ordres. Donc, soit il remontait vers Brest, et il prenait l'escadre de Brest pour aller vers Boulogne, soit il remontait, il a même envisagé de passer dans le nord de l'Angleterre, soit si des événements qui sont absolument impondérables intervenaient, eh bien il avait l'autorisation d'aller à Cadix. Et c'est la multiplicité des choix qui a finalement déstabilisé Villeneuve et lui a fait choisir eh bien, le choix le plus facile, qui était de retourner à Cadix. En proie au désarroi, je choisis cette option puisque j'en ai le droit. Je ne crois plus en la réussite de ma mission, mais camoufle mes sentiments. L'ensemble de la flotte combinée n'est plus en état de combattre. La vaste opération de diversion s'arrête à Cadix. Après des mois passés en mer, apercevoir la terre ferme provoque l'allégresse générale parmi les hommes. Bientôt, Cadix leur ouvrira les bras. Et pour l'heure, les salue déjà. Au même moment, la grande armée tourne le dos à la Manche. L'empereur, désespérant de me voir arriver à Boulogne, modifie ses plans. Il vise l'Europe centrale, où les armées russes et autrichiennes l'attendent de pied ferme. Dans quelques mois, ils seront sous le soleil d'Austerlitz. Bien des préoccupations me hantent. Comment accomplir la mission qui m'est confiée lorsque les soucis m'affectent de toutes parts? Nous ne pouvons être convenablement ravitaillés. Vivres et munitions manquent. Les soldes n'arrivent pas. Nos vaisseaux présentent de graves avaries.
L'infirmerie et les hôpitaux ne désemplissent pas. Scorbut, dysenterie, maux de poitrine, infections. Les marins manquent à l'appel par centaines. À cela s'ajoute l'inactivité. Les équipages sont tendus. Le port de Cadix, si accueillant à notre arrivée, devient le théâtre privilégié de rixes entre Françaises et Espagnols, épuisé par la proximité pesante de 27 000 hommes obligés de cohabiter. Des querelles qui le plus souvent dégénèrent au mépris de l'alliance qui lie nos deux pays. Le trouble me gagne. La dernière lettre reçue du ministre de la Marine me rend perplexe. Ordres et contre-ordres se suivent. Qu'attend-il réellement de moi ? Sa Majesté veut éteindre cette circonspection qu'elle reproche à sa marine. Ce système de défensive qui tue l'audace et qui double celle de l'ennemi. Cette audace, elle la veut dans tous ses amiraux, ses capitaines, officiers et marins. Et quelle que soit l'issue, elle promet sa considération et ses grâces à ceux qui sauront la porter à l'excès. Elle compte pour rien la perte de ses vaisseaux si elle les perd avec gloire. Et si l'ennemi se présente de cette manière devant Cadix, elle vous recommande et vous ordonne de ne pas hésiter à l'attaquer. Entrez. Eh bien ? L'amiral Rosilly est à Madrid. Il est en route pour prendre le commandement de la flotte. Lorsque Napoléon apprend que Villeneuve est à Cadix, c'est-à-dire que ça lui est confirmé, donc il est foudrage. Foudrage. Il n'a plus confiance, il l'a insulté, et il décide qu'il faut le relever de son commandement, qu'il est indigne d'avoir ce commandement. Il choisit l'amiral Rosilly, qui n'a pas vu la mer depuis 15 ans, qui est directeur du dépôt des cartes et plans. Donc on l'appelait le vieux Rosilly. Mais curieusement, alors là, il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant, c'est le pari insensé que va faire Napoléon, parce qu'il va faire semblant de confirmer Villeneuve dans son poste, lui donner une nouvelle mission, qui est d'entrer en Méditerranée, tout en disant à Decrès, vous allez envoyer l'amiral Rosilly à Cadix pour remplacer Villeneuve, mais vous ne préviendrez pas l'amiral Villeneuve. Dans l'esprit de Napoléon, Villeneuve est tellement pusillanime qu'il n'appareillera pas et que donc Rosilly pourra le remplacer à temps. Et par une suite de circonstances extraordinaires, une avarie de voiture à Madrid notamment, un essieu qui casse et qui retarde Rosilly arrivera 3 jours après l'appareillage de Villeneuve. Quand Decrès ne prévient pas, entre guillemets, Villeneuve, je crois, et il lui a envoyé cette fameuse lettre dans laquelle il le pousse à l'action, je crois que Decrès n'a pas compris à quel point de rupture est arrivé déjà Villeneuve. Je crois qu'il pense lui laisser une chance. Préparez-vous à appareiller, dans les plus brefs délais. À vos ordres, amiral. Réunissez tous les officiers français et espagnols. Conseil de guerre ce soir à bord du Bucentaure. Les officiers, et particulièrement les Espagnols, ont toujours manifesté un vif désaccord à l'idée d'une attaque frontale avec les Anglais. L'amiral Gravina prône l'hivernage à Cadix. Il évoque le mauvais état de notre flotte et ne veut pas entendre parler d'une sortie. Je sais bien qu'il défend les intérêts espagnols, quelque peu différents des nôtres. Je dois tous les convaincre. Mettons de côté toute frilosité. Le rapport de force est pour une fois en notre faveur. Le temps est bon. Les jours qui suivent risquent de l'être moins. Enfin, nous voilà tous d'accord, portés par un même élan. D'audace et de courage, nous ne manquons point. Nous les mettrons avec honneur et grandeur au service de notre empereur. Notre volonté sera inexpugnable. Faire fi des problèmes et reprendre la mer, tel est le souhait le plus cher de nos équipages. Nous partons au combat. L'enthousiasme des marins, des canonniers, des mousses, des officiers se répand telle une traînée de poudre.
ne suis pas un couard. Ma détermination n'est pas le simple fruit d'une vanité blessée. Je suis juste un combattant bien décidé à affronter son plus ancien rival. Jamais ne se présentera un moment plus favorable. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Le temps de l'action est enfin venu. Il faut ici détruire une vieille légende. À Trafalgar, Nelson n'a pas surpris ses adversaires par une tactique novatrice qui les aurait frappés de stupeur. Plusieurs mois à l'avance, avant même d'avoir appareillé de Toulon, Villeneuve avait décrit à ses capitaines avec une lucidité extraordinaire la manière dont Nelson prononcerait son attaque. Les Anglais ne se contenteraient pas de venir placer leur vaisseau sur une ligne parallèle à la nôtre, comme le voulaient les vieux usages. Ils se formeraient en colonne perpendiculaire à notre ligne et viendraient la couper en plusieurs points pour fragmenter notre dispositif et pour en accabler successivement les morceaux désunis. Villeneuve était tellement conscient des faiblesses de sa flotte qu'il n'imaginait pas, pour contrer une telle attaque, d'autres dispositions que la tenue d'une ligne de fil la plus serrée possible. Toute autre manœuvre lui semblait trop compliquée pour une flotte sans entraînement et dont certaines unités appareillaient pour la première fois avec des équipages improvisés. La tactique de Nelson comportait pourtant un grave inconvénient. Les unités placées en tête des colonnes devaient supporter pendant plusieurs minutes et sans pouvoir riposter les tirs concentrés de plusieurs adversaires. Mais Nelson savait que le feu des Franco-Espagnols était lent et mal ajusté. Il prenait un risque calculé pour imposer un combat pêle-mêle à très courte distance où les caronades anglaises apportaient un précieux avantage. Les Britanniques, en effet, étaient les seuls à posséder ces canons courts de gros calibre capables de cracher à bout portant des flots de mitraille. Les Anglais furent surpris de rencontrer une résistance aussi forte. Ils avaient conscience de leur supériorité dans les domaines du tir et de la manœuvre. Ils alignaient 7 3-ponts contre 4 seulement chez leurs adversaires. Dans ces conditions, l'avantage pour les Alliés d'avoir 33 vaisseaux contre 27 était bien peu de choses. La brise est très faible, la houle forte. Toute manœuvre prend un temps infini. Notre ligne de bataille a été difficile à mettre en place. L'attente me paraît interminable. Plus de 3 heures s'écoulent avant que la distance qui sépare nos deux flottes s'amenuise et autorise enfin les premiers tirs. Malheureusement, nos propres tirs sont mal ajustés. Les boulets se perdent. Ils causent bien peu de dégâts. Le temps de rechargement de nos canons est excessivement long. Nous parvenons néanmoins à toucher le Victory. Les Anglais, stoïques, ne ripostent pas. Ils attendent le meilleur moment pour nous attaquer. Mon équipage ne dispose pas des meilleures armes, mais d'une grande foi en notre empereur. Soldats! Marins! Je vais jeter l'aigle sur le Victory! Nous irons le reprendre! Ou mourir! Enfin, le Victory n'est plus qu'à une encablure. Le grand corps à corps va commencer.
Spyglass. Nelson a réussi à rompre notre ligne de bataille. Les autres vaisseaux anglais vont s'engouffrer dans cette brèche ouverte à coups de frappe dévastatrice. Nelson préfère fondre sur un vaisseau plus vulnérable, le Redoutable, commandé par le valeureux commandant Lucas. Lucas, un brave, qui a pris la peine d'entraîner ses hommes à tirer depuis le haut des hunes. Il sait que les Anglais détestent ces tirs d'altitude. Ils craignent pour leur voile. Des flammes dans celle-ci condamneraient leur vaisseau à l'immobilité. N'oubliez pas l'abordage, commandant. T'inquiète pas, mon gars, je m'en occupe. Faites monter les compagnies d'abordage. À mon commandement, feu! Un incroyable duel de mousqueterie s'engage alors. Fidèle à son chef, le courageux équipage du Redoutable s'affranchit de toute limite. Durant 15 longues minutes, des tirs nourris et continus ravagent l'équipage anglais. Nelson, touché par la balle d'un tireur d'élite, a demandé que son visage soit recouvert d'un mouchoir. Il ne veut pas risquer de démoraliser son équipage. Malheureusement pour le Redoutable, un vaisseau anglais arrive par l'arrière et ordonne à tous ses canons de tirer en même temps. Une seule bordée, en une seule seconde, et 200 hommes, prêts à bondir sur le Victory, sont fauchés violemment, de dos. Je décide alors de faire hisser le pavillon numéro 5. Ordre à tous les vaisseaux d'attaquer. Mais les secours ne viennent pas. Je suis là à attendre une mort annoncée qui ne se décide pas à venir. Je suis là et ne meurs pas. Même cette ultime délivrance ne m'est pas accordée. Nelson est arrivé à ses fins. Il a réussi à obtenir le vaste pêle-mêle qu'il souhaitait. Notre ligne est brisée. Les vaisseaux espagnols et français sont désunis. Il se permet désormais d'attaquer à 2 vaisseaux contre 1. Le rapport de force tourne à notre complet désavantage. Le désastre est total. Mon vaisseau, le Bucentaure, est presque entièrement anéanti. L'artillerie lourde anglaise a causé un carnage insoutenable, tirant encore et encore, et toujours plus fort dans des cadavres déjà amoncelés, que nous n'avons même pas le temps de jeter à la mer. Les chirurgiens sont dépassés. Ils amputent sans discontinuer, en moins de 15 secondes, parce qu'il est nécessaire d'aller vite pour supporter la douleur.
Notre résistance a surpris l'adversaire. Il pensait le combat de courte durée. Nous avons tenu plusieurs heures. Parvenus sur nos vaisseaux, nos ennemis eux-mêmes sont horrifiés par le carnage causé par leur impitoyable force de frappe. Il est 17h15, la bataille est achevée. Les Anglais perdirent 450 hommes et comptèrent 1200 blessés. Dans notre camp, 4700 hommes laissèrent leur vie. 3000 hommes furent blessés et plus de 5000 faits prisonniers. Des centaines de survivants devinrent sourds. La mémoire collective se souviendra peut-être de la perte du Formidable, du Duguay-Trouin, du Mont-Blanc, du Scipion, du Swiftsure, du San Ildefonso, du Nepomuceno, du Santissima Trinidad, de l'Argonauta, du Berwick, du Fougueux, de l'Intrépide, du Bahama, du Monarca, du San Agustin, du Rayo, de l'Indomptable, du Neptuno, de l'Aigle, de l'Asis, du Redoutable, du Bucentaure et de l'explosion de l'Achille. Depuis 2 jours, je suis en France. Mais mon cœur ne se réjouit pas. Il reste sombre et réclame une solitude absolue. Ma mémoire m'interdit l'oubli et jamais ne me laisse en repos. Mon esprit est resté à Trafalgar. Je sens toujours l'odeur âcre de la poudre. Je sens toujours l'odeur du sang versé. Je revois à l'infini les tirs en rafale. Je revois les salves des canons et revois mes hommes abandonner leur vie pour leur patrie. Que l'opinion publique sache que j'aurais aimé disparaître avec honneur au combat en accomplissant mon devoir. Mais comprendront-ils que je me suis, à un moment de ma vie, perdu? Pourrais-je jamais être pardonné? Frappé d'anathème, j'attends. Ma chère et tendre amie, je t'ai annoncé que je comptais attendre ici les ordres du ministre. J'en ai reçu 2 lettres, mais elles annonçaient un retard dans la décision de l'empereur à mon sujet et bannissaient toute inquiétude que j'en pourrais concevoir. Je prends donc patience, mais tu peux concevoir ma situation et combien mon moral doit en être affecté. Je ne veux voir personne jusqu'à ce que l'empereur ait prononcé sur ma trop célèbre affaire. Je reste dans mon auberge, mais Dieu veuille m'en tirer bientôt, car je n'y résisterai pas. Encore, ma bonne amie, si un court espace nous séparait, je pourrais espérer de t'embrasser. Et, s'il y a quelque possibilité, nous nous joindrons bientôt. Pour moi, j'y volerai. Donne-moi des nouvelles de toute la famille. Je leur coûte bien des larmes. Et à toi aussi. Ah, ma chère amie, sois sûre que j'en ai bien versé de mon côté. Adieu, ma chère et tendre amie. Toujours ton bien affectionné pour la vie. Villeneuve.